anarchiste et néo-malthusien à Paris. Une lettre de Carl Stone modifia inopinément mes projets d'études de la médecine. Il écrivit « Quand vous êtes parti pour l'Europe, je pensais que nous étions bien d'accord que vous alliez en Suisse étudier la médecine. C'est uniquement dans ce but que Hermann et moi avons proposé de vous verser une pension. Or, j'apprends que vous avez repris votre vieille propagande et que vous avez un nouvel amant. Vous ne pensez tout de même pas que nous allons vous subventionner pour l'un pour l'autre. Il n'y a que G, la femme qui m'intéresse. Ces idées ne signifient absolument rien pour moi. Je vous prie de choisir. » Fin de citation. Je lui répondis immédiatement. G, la femme, et ses idées sont indissociables. Elle ne vit pas pour distraire des parvenus et ne permettra à personne de lui imposer sa volonté. Gardez votre argent. Je n'arrivais pas à imaginer que Herman Miller ait été pour quelque chose dans cette lamentable lettre. J'étais sûr de recevoir de ses nouvelles en temps voulu. Sur la somme qu'il m'avait donnée, il restait assez d'argent pour tenir plusieurs mois. Les 200 $ de Stone, je les ai remis à Eric pour l'affaire du tunnel. En fin de compte... Attendez, le problème de la musique. Si vous n'entendez pas la musique, ça sert à rien de la mettre. En fin de compte, j'étais soulagé que cette histoire se termine ainsi. Quand la subvention s'arrêta sans qu'un mot me parvienne de Hermann, je conclus que lui aussi avait changé d'idée. J'étais un peu déçu, mais content de ne plus dépendre de Nanty. Finalement, Tchaïkovski avait raison. On ne pouvait pas se dévouer en même temps à un idéal et à un métier. Je retournerai en Amérique pour reprendre mes activités. Un soir, alors que j'étais sur le point de partir avec Hippolyte pour une importante réunion préparatoire au congrès, le son devient trop fort d'un seul coup, la femme de chambre de l'hôtel me rendit une carte de visite. Je fus ravi d'y lire le nom d'Oskar Panizza, dont les brillants écrits dans Der arme Teufel me réjouissaient depuis des années. Peu après, un homme grand et bras entra et se présenta. Panizza avait appris par le docteur Eugène Schmidt que j'étais à Paris et tenait à, entre guillemets, rencontrer Cassandra, l'amie de notre cher Robert. Il m'invita à passer la soirée avec lui et avec le docteur Schmidt. Nous allons d'abord voir Oscar Wilde et serions heureux que vous nous accompagniez. Ensuite, nous irons dîner. Quelle chance merveilleuse de pouvoir rencontrer le même soir Panizza et Wilde. Emporté par mon impatience, je frappai la porte d'Hippolyte pour tout lui raconter. Je me trouvais en train d'arpenter sa chambre, m'attendant dans un état de grand énervement. Oh là là, excusez-moi. Tout veut dire... pardon, n'importe quoi. Tu veux dire que tu ne vas pas à la réunion ? Cria-t-il avec colère. Tu as promis, tu es attendu, tu t'es engagé à assumer des tâches. Tu peux rencontrer Oscar Wilde une autre fois, pareil pour Panizza. Pourquoi ce soir absolument ? Dans mon excitation, j'avais complètement oublié la réunion. Je ne pouvais évidemment pas revenir sur mes engagements. Le cœur gros, je redescendis annoncer à Panizza que ce ne serait pas possible ce soir. Ne pourrions-nous pas nous rencontrer le lendemain ou le surlendemain ? Nous convînmes du samedi suivant pour le déjeuner. Il inviterait de nouveau le Dr Schmidt, mais ne pouvait rien promettre en ce qui concernait Oscar Wilde. Ce dernier était en mauvaise santé et pas toujours en état de se déplacer. Il ferait de son mieux pour organiser une entrevue. Le vendredi, le Dr Schmidt me rendit visite pour m'avertir que Panizza avait subitement quitté Paris, mais qu'en principe il reviendrait bientôt et me verrait à ce moment-là. Le médecin dut lire la déception sur mon visage. « Dehors il fait très beau, observa-t-il. Allons nous promener. » Je lui en fus reconnaissant tout en regrettant amèrement d'avoir renoncé à cette occasion unique de faire la connaissance d'Oscar Wilde et de passer une soirée avec Panizza. Au cours de notre promenade au jardin du Luxembourg, je confiai au médecin mon indignation devant la condamnation d'Oscar Wilde. J'avais plaidé sa cause contre les misérables hypocrites qui l'avaient envoyé à sa perte. « Vous !» s'exclama le médecin ébahi. « Voyons donc, vous n'étiez alors qu'une toute jeune fille. Comment avez-vous eu le courage dans l'Amérique puritaine de prendre position publiquement en faveur d'Oscar Wilde ?»« Baliverne, répondis-je. Protester contre une grande injustice ne demande aucune audace. » Le médecin sourit d'un air dubitatif. « Injustice ?» répéta-t-il. Il ne s'agissait pas tout à fait de cela sur le plan juridique, même si c'était peut-être le cas du point de vue psychologique. Nous passâmes le reste de l'après-midi à nous quereller à propos de l'inversion, de la perversion et de la question de la variation sexuelle.
Passâmes le reste donc de l'après-midi à nous quereller à propos de l'inversion, de la perversion et de la question de la variation sexuelle. Il y avait beaucoup réfléchi, mais ne l'abordait pas avec une ouverture d'esprit. Je le soupçonnais d'être presque choqué de voir une jeune femme comme moi parler sans réserve de sujets aussi tabous. À mon retour à l'hôtel, je trouvais Hippolyte de mauvaise humeur et déprimé. Je ne sais pourquoi, cela m'irritait comme jamais auparavant. Sans un mot, je le quittai et allai dans ma chambre. Sur ma table s'empilaient des lettres dont une fit battre mon cœur plus vite. Elle venait de Max et m'annonçait que Puck et lui étaient à Paris. Arrivé la nuit précédente, il tenait beaucoup à me voir. Je courus dans la chambre d'Hippolyte et brandis la lettre en criant « Max est en ville, imagine! Max !» Il me regardait fixement comme si j'avais perdu la tête. « Max? Quel Max ?» demanda-t-il d'un air sombre. « Max Baginski, bien sûr! Quel autre Max aurait autant d'importance pour moi ?» À peine ces mots étaient-ils sortis de ma bouche que je réalisais mon manque de tact. Quelle ne fut donc pas ma surprise lorsque Hippolyte s'exclama « Max Baginski? Eh bien, je ne connais que lui. J'avais depuis longtemps envie de le rencontrer. Je suis content qu'il soit là. » Jamais auparavant, je n'avais entendu mon Puzzi aigri, comme je l'appelais, manifester un aussi chaleureux intérêt pour quelqu'un du même sexe. Me jetant à son cou, je criai « Allons voir Max tout de suite !» Il me serra contre lui et me regarda intensément dans les yeux. Je lui demandai « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, c'est juste pour me rassurer de ton amour, expliqua-t-il. Si seulement je pouvais en être certain, je ne voudrais rien d'autre au monde. » Je le tranquillisai. « Grand bêta, évidemment que tu peux en être sûr. » Il refusa de m'accompagner voir Max et Puck. Il tenait à ce que j'y aille d'abord. Il nous rejoindra plus tard. En cours de route, je me remémorais les précieux moments que j'avais vécus avec Max. J'avais du mal à concevoir qu'une année se fût déjà écoulée. Même le choc éprouvé lorsqu'il était parti en Europe sans moi ressurgit avec un pathétique aussi déchirant qu'à l'époque. Alors que les nombreux événements qui avaient jalonné l'année m'avaient aidé à me remettre à cette épreuve, d'un seul coup, tout me revint avec une force accrue. Toujours rencontrer Max, pourquoi tout recommencer? Pourquoi rencontrer Max? Pourquoi tout recommencer? Me demandai-je avec amertume. S'il avait pu renoncer à moi aussi facilement, il n'avait pas dû m'aimer. Je ne revivrai pas ses souffrances. Je lui écrirai un mot pour lui dire qu'il serait préférable de ne plus nous voir. J'entrai dans un café, demandai une feuille de papier et une plume et commençai à écrire. Je m'y repris à plusieurs fois sans réussir à formuler ce que j'avais en tête. J'étais en proie à une agitation toujours plus grande. Finalement, je réglai le serveur et partis presque au pas de course en direction de l'hôtel où Max était descendu. Dès l'instant où je vis son cher visage et entendu le ton enjoué de son accueil... « Eh bien, ma chère petite, finalement nous nous retrouvons à Paris. » Je ne fus plus la même. La douce tendresse de sa voix fit fondre mon ressentiment et calma ma tempête intérieure. Puck me salua, elle aussi, très chaleureusement. Elle avait meilleure mine et se montra plus animée qu'à Chicago. Nous ne tardâmes pas à nous diriger tous les trois vers mon hôtel pour aller chercher Hippolyte. Notre soirée ensemble, qui se prolongea jusqu'à 3h du matin, fut une fête joyeuse digne de l'esprit de Paris. Je me réjouissais, particulièrement de l'effet bénéfique que Max exerçait sur Hippolyte. Ce dernier abandonna son humeur maussade pour se montrer plus sociable et moins hostile vis-à-vis des autres hommes. Alors, petite parenthèse, là il y a une coupure dans le chapitre. Voilà, il y a une coupure, donc ça me laisse le temps de dire bonjour aux gens qui sont arrivés encore. Je fais une petite précision, alors ça parlait d'homosexualité parce que Oscar Wilde en fait était ouvertement homosexuel, enfin ouvertement, il n'avait aucun problème à en parler et c'est ce qui faisait scandale à l'époque. Et je crois d'ailleurs qu'il a eu des problèmes de justice à cause de ça et c'est de ça qu'il parlait. Voilà, je vous remets juste le contexte historique. Et j'ai écrit dans le chat d'ailleurs que ils ont parlé, et le mot inversion était utilisé jusque dans les années 30-40. Les invertis, c'était l'autre mot pour parler des homosexuels. Voilà. Fin de parenthèse, on reprend le chapitre. Parmi les documents que j'avais reçus pour lecture devant le Congrès, certains traitaient de l'importance accordée dans la presse et les conférences anarchistes à la question de la sexualité. Une communication particulièrement convaincante de Kate Austen rappelait l'historique du mouvement américain en faveur de l'amour libre. Kate ne mâchait pas ses mots. Elle exposait franchement et sans détour ses opinions sur la sexualité en tant qu'élément vital de l'existence. Victor Dave m'assura que certains camarades français n'admettraient pas que la communication de Kate soit lue devant le Congrès et encore moins qu'elle fasse l'objet d'une discussion. J'eus de la peine à le croire, de surcroît de la part des Français. Victor m'expliqua que le simple fait de ne pas être puritain ne rendait pas nécessairement libre.
Les Français n'abordent pas la sexualité avec le même sérieux que les idéalistes en Amérique, dit-il. Ils la traitent avec cynisme et ne voient que son aspect physique. C'est ce genre d'attitude que les plus anciens de nos camarades français ont toujours détesté, mais pour s'y opposer, ils sont allés encore plus loin que les puritains. À présent, ils craignent que le moindre débat sur la sexualité ne fasse qu'amplifier les idées fausses sur l'anarchisme. Je n'en étais pas convaincu. Mais une semaine plus tard, Victor m'informa qu'un groupe avait pris la décision catégorique de s'opposer à la présentation au Congrès des communications américaines traitant de la sexualité. Elle pourrait être discutée à huis clos, mais non en réunion plénière où les représentants de la presse seraient présents. Je protestais et déclarais que j'allais me mettre immédiatement en rapport avec les camarades aux États-Unis pour leur demander de me dégager des lettres d'habilitation et des instructions qu'ils m'avaient données. J'avais bien conscience que ce n'était qu'un problème parmi d'autres que soulevait l'anarchisme. Mais j'étais incapable de collaborer à un congrès qui tentait de faire taire des opinions ou d'étouffer des positions parce que certains participants les désapprouvaient. Un jour, alors que j'étais au café avec Max et Victor, j'appris par les journaux du soir que le roi Humbert avait été assassiné par un anarchiste. L'attentäter, en allemand dans le texte, s'appelait Gaetano Bresci. Je sais pas, excusez-moi. Je me rappelais ce nom qui était celui d'un camarade actif du groupe anarchiste de la ville de Paterson, dans le New Jersey. Étrange qu'il puisse avoir commis un tel acte, pensais-je. Il m'avait paru si différent de la plupart des Italiens que je connaissais. Il n'avait pas du tout un tempérament impulsif et ne s'emportait pas facilement. Je me demandais ce qui avait poussé Bresci à tuer le roi d'Italie. La cause probable de son acte, Victor l'attribuait aux grandes émeutes de la fin de 1898 à Milan. Au cours d'une attaque menée par les militaires contre la population affamée et sans armes, de nombreuses vies ouvrières avaient été fauchées. Les gens, les enfants dans les bras de leur mère, avaient marché sur le palais pour exposer leur misère. Il l'avait trouvé entouré d'une puissante force armée sous le commandement du général Bava Beccaris. La population n'avait pas respecté le excusez-moi. Mauvaise musique. La population n'avait pas respecté l'ordre de dispersion. Le général avait donné le signal pour que commence le massacre des manifestants. Le roi Humbert avait félicité Beccaris pour sa, entre guillemets, défense courageuse de la maison royale et l'avait décoré pour cette tuerie. Max et Victor convinrent avec moi que ces événements tragiques avaient sans aucun doute incité Bresci à faire le long voyage depuis l'Amérique pour commettre son acte. De l'avis de Max, j'avais eu de la chance de ne pas me trouver aux États-Unis. J'aurais certainement été tenu responsable d'une manière ou d'une autre de la mort d'Humbert. Comme à chaque fois que se produisait un acte de violence politique quelque part dans le monde. J'étais moins préoccupé par cette éventualité que par le sort qui attendait Bresci. Je savais quel supplice serait son lot en prison et me rappelais le terrible traitement qu'avait subi Luciani, victime lui aussi de l'impitoyable lutte sociale. Nous restâmes un certain temps au café à discuter du gâchis incroyable de vie humaine entraîné par la terrible guerre de classe qui se menait dans tous les pays. Je confiais à mes amis les doutes qui m'assaillaient depuis l'acte de Sacha, même si j'étais pleinement consciente que de telles actions découlaient inévitablement des conditions existantes. Peu de temps après, j'appris par Victor que le congrès des néo-malthusiens allait se tenir prochainement à Paris. Les séances se déroulaient forcément en secret, le gouvernement français ayant proscrit toute tentative organisée de limiter les naissances. Le docteur Drysdale, pionnier du contrôle des naissances, était déjà à Paris avec sa sœur. D'autres délégués arrivaient de différents pays. Victor expliqua qu'en France, le mouvement néo-malthusien était soutenu principalement par Paul Robin et Madeleine Vernet. Je connaissais Madeleine Vernet, mais qui était ce Paul Robin ? D'après mon ami, il comptait parmi les plus grands libertaires dans le domaine de l'éducation. Il avait acquis de ses propres fonds une vaste propriété sur laquelle il avait fondé... Excusez-moi, petit problème technique. Mais qu'est-ce... Veuillez m'excuser, il y a un petit problème technique, mon ordi il veut redémarrer là. Non mais il me prévient même pas, non mais...
Demain 6h, ouais c'est bien. Demain à 6h je serai pas là, c'est parfait. Je sais pas. Voilà, j'ai mis pour demain, donc comme ça je suis tranquille jusqu'à demain matin normalement. J'espère qu'il va pas me couper le live en plein cours. Mes excuses. Je sais plus où j'en étais du coup. Ah oui d'accord, on était là. Il avait acquis avec ses propres fonds une vaste propriété sur laquelle il avait fondé une école pour enfants indigents. Note de bas de page. L'orphelinat fut en réalité créé par Joseph Gabriel Prévost, un philanthrope saint-simonien, dans son village natal de Saint-Puys, dans l'Oise. Paul Robin dirigea l'établissement de 1880 à 1894. Le lieu s'appelait Saint-Puys. Robin avait recueilli des enfants parmi les plus pauvres, et que l'on disait particulièrement difficiles, qui vivaient dans la rue ou dans les asiles d'orphelins. Tu devrais aller voir maintenant, dit Victor. L'école de Robin est un exemple vivant de ce que peut devenir l'éducation fondée sur une attitude de compréhension et d'amour de l'enfant. Il m'assura que j'aurai l'occasion de participer au congrès néo-malthusien et de visiter Saint-Puys. Dans la mesure où le congrès devait se réunir en secret et dans un endroit différent à chaque séance, l'assistance fut très peu nombreuse, composée tout au plus d'une douzaine de délégués. Sa faiblesse numérique fut néanmoins compensée par son grand intérêt. Le docteur Drysdale, vénérable défenseur de la limitation de la famille, débordait d'enthousiasme pour la cause. Sa sœur, mademoiselle Drysdale, ainsi que Paul Robin et leurs camarades présentèrent la question avec une simplicité et un sérieux admirables. Ils firent preuve de grand courage dans leur démonstration des méthodes de prévention. Je m'émerveillais de leur capacité à aborder une question aussi délicate avec autant de franchise et sans froisser les sensibilités. Je songeais à mes anciennes patientes de l'East Side et à la chance qu'aurait été pour elles l'accès aux contraceptifs décrits pendant ces séances. Les délégués s'amusèrent du récit de mes vains efforts aux États-Unis pour trouver les moyens en tant que sage-femme d'aider ces pauvres femmes. Ils pensaient qu'avec Anthony Comstock, en train de veiller à l'ordre moral américain, il faudrait des années avant de pouvoir discuter ouvertement là-bas des méthodes contraceptives. Je leur fis toutefois remarquer que, même en France, ils devaient se réunir en secret. D'autre part, le rassurai-je, je connaissais en Amérique beaucoup de gens suffisamment courageux pour faire du bon travail, y compris quand il était interdit. Je décidai en tout cas de me pencher sur cette question dès mon retour à New York. Les délégués me félicitèrent de mon attitude et me fournirent livres et contraceptifs pour mes activités à venir. Mon pécule fondait rapidement, mais nous ne pûmes nous priver du plaisir d'aller au théâtre, au musée ou d'écouter de la musique. Les concerts du Trocadéro étaient particulièrement passionnants, notamment ceux de l'Orchestre de Finlande avec son répertoire de chants folkloriques interprétés par de magnifiques artistes et, en soliste, Madame Eino Acte, cantatrice principale de l'Opéra de Paris. L'orchestre russe Balalaïka, des concerts de Wagner et un récital d'Isaïe, le magicien du violon, nous offrirent des moments incomparables. Un de nos endroits préférés était le théâtre libre dirigé par Antoine, la seule scène dramatique de Paris qui méritait d'être vue. Sarah Bernard, les Coquelin et Madame Réjeanne exceptés, le théâtre parisien me paraissait excessivement déclamatoire. Comparé à Eleonora Duse, même la entre guillemets, divine Sarah semblait théâtrale. La seule pièce dans laquelle elle retrouvait sa véritable grandeur fut Cyrano de Bergerac, où elle jouait le rôle de Roxane et Coquelin son Cyrano. La troupe sous la direction d'Antoine avait aboli le Star System, en anglais dans le texte. Son jeu d'ensemble était de tout premier ordre. Il m'était impossible pendant mon séjour en Europe de correspondre directement avec Sacha. Nos lettres transitaient par un ami, ce qui occasionnait d'importants retards. Sacha avait le droit d'écrire seulement une lettre par mois. Grâce à l'amitié de l'aumônier de la prison, on lui permettait en de rares occasions une lettre supplémentaire. Afin de garder le contact avec un maximum de correspondants, Sacha avait conçu une méthode spéciale. Il divisait son papier à lettres en 4, 5, voire 6 parties distinctes, chacune couverte de 2 côtés d'une minuscule écriture aussi nette qu'une gravure. Le destinataire de sa lettre, à l'extérieur, découpait la feuille en parties, selon les divisions indiquées et les réexpédiait conformément à ses instructions. La dernière missive que j'avais reçue de sa part était enjouée, et même badine. Il demandait des souvenirs de l'exposition universelle et des récits détaillés de ce qui se passait à Paris. Mais plus de 2 mois s'étaient écoulés, sans recevoir d'autres nouvelles. Eric n'écrivait pas souvent non plus,
se limitant à une ligne ou deux à propos de, entre guillemets, l'invention qui apparemment progressait lentement. Je commençais à m'angoisser. Max et Hippolyte tentèrent de trouver une explication convaincante à mes pressentiments et à mes craintes, mais de toute évidence, ils étaient eux aussi très inquiets. Ce matin, je fus réveillé très tôt par Hippolyte qui frappait violemment à ma porte. Il entra, tout excité, un journal français à la main. Il voulut dire quelque chose, ses lèvres bougeaient, mais il ne parvenait pas à prononcer un mot. « Qu'est-ce qu'il y a » m'écriai-je, pris d'une appréhension instinctive. « Pourquoi tu ne dis rien ?»« Le tunnel, balbutia-t-il d'une voix rauque. Il a été découvert, c'est dans le journal. » Le cœur défaillant, je pensais à Sacha, à sa terrible déception face à l'échec de son projet, aux conséquences désastreuses, à l'épouvantable situation dans laquelle il se trouvait. Sacha, à nouveau plongé dans le noir, désespoir de 11 années encore dans cet enfer. Quoi faire alors? Quoi faire? Il fallait que je retourne sur le champ en Amérique. Je n'aurais jamais dû partir. J'avais le sentiment d'avoir délaissé Sacha. Je l'avais abandonné au moment où il avait le plus besoin de moi. Oui, je devais repartir en Amérique le plus tôt possible. Mais l'après-midi même, un télégramme d'Eric B. Morton m'empêcha de passer immédiatement à l'action. Maladie imprévue, travail suspendu, départ pour la France. Je devais attendre son arrivée. La tension nerveuse des jours suivants se serait avérée intolérable si je n'avais pas été en surcharge de travail. Eric arriva au bout de 15 jours. J'eus de la peine à le reconnaître. Il avait considérablement changé depuis notre dernière rencontre à Pittsburgh. Le Viking, autrefois grand et fort, était très amaigri. Son visage livide était recouvert de cloques pleines de pus. Lorsqu'enfin il avait eu des nouvelles de Tony, relata Eric, il était allé à Pittsburgh pour s'occuper des préparatifs. La première impression que Tony lui fit n'était pas très bonne. Il paraissait obsédé par le rôle central qu'il estimait jouer dans les projets de Sacha. Sacha avait conçu un code chiffré spécial pour les messages clandestins, et Tony, qui seul pouvait le déchiffrer, exploitait la situation par son comportement et ses instructions arbitraires. N'ayant pas de notion de génie mécanique, Tony ne mesurait guère les difficultés qu'impliquait la construction du tunnel et les risques que comportait son creusement. La maison qu'ils avaient louée dans Sterling Street se trouvait presque en face de la porte principale de la prison, à une distance d'environ 60 mètres. Partant de la cave de la maison, il fallait creuser un tunnel en direction de la porte sud de la prison, suivant une ligne légèrement incurvée, puis passer sous cette porte et, toujours sous terre, traverser la cour vers un appentis que Sacha avait indiqué sur son chemin. Il devait alors trouver un moyen de quitter le bloc cellulaire, atteindre l'appentis sans se faire remarquer, arracher son plancher de bois et, en dégageant la bouche du tunnel, ramper jusqu'à la cave de la maison. Là, il devait trouver des vêtements civils, de l'argent et des instructions codées pour retrouver ses amis. Or, le creusement du tunnel avait été plus long et coûteux que prévu. Eric et les autres camarades qui y travaillaient avaient rencontré des difficultés inattendues en raison de la constitution rocheuse du sol à proximité du mur de la prison. Par conséquent, il avait été nécessaire de creuser sous les fondations du mur. Eric et ses camarades avaient failli être asphyxiés par des gaz toxiques d'origine inconnue qui s'étaient infiltrés dans le tunnel. Ce contretemps avait provoqué des retards considérables et nécessité l'installation de machines pour apporter de l'air frais aux hommes qui peinaient à plat ventre dans l'étroit passage profondément enfoui dans les entrailles de la terre. Pour que les bruits d'excavation n'attirent pas l'attention vigilante des gardiens en haut du mur, Eric avait eu l'idée de louer un piano et d'inviter une magnifique musicienne de ses amis, Kinsella, à lui venir en aide. Ainsi, pendant qu'elle jouait et chantait, elle masquait les bruits du sous-sol et régalait de ses superbes interprétations les gardiens postés sur le mur. L'invention, entre guillemets, était une entreprise des plus ingénieuses, mais également très dangereuse, exigeant de grandes compétences techniques et une attention extrême pour ne courir aucun risque d'éveiller les soupçons des gardiens de la prison ou des passants dans la rue. Au premier signe de danger, la pianiste devait appuyer sur un bouton électrique à portée de main pour avertir ceux qui creusaient d'interrompre immédiatement les travaux. Il devait rester silencieux tant qu'elle ne s'était pas remise à chanter. Les accords joués staccato au piano donnaient le signal que tout allait bien. Eric poursuivit. Ce n'était pas un jeu d'enfant de creuser dans de telles conditions. Pour gagner du temps et dépenser moins, nous avions décidé de construire un tunnel très étroit, juste assez large pour qu'une personne puisse y ramper. Par conséquent, on ne pouvait même pas travailler à genoux, on devait se mettre à plat ventre et excaver d'une seule main. Ce travail était si épuisant qu'on ne pouvait tenir plus d'une demi-heure d'affilée. Naturellement, on progressait lentement. Mais plus exaspérant encore, Tony changeait constamment d'idée. Nous voulions nous conformer strictement au plan de Sacha, qui avait toujours exigé qu'il en soit ainsi. Et nous pensions que, se trouvant à l'intérieur, il devait savoir mieux que quiconque. Cependant, Tony était décidé à appliquer ses propres idées.
Sacha, qui apparemment estimait qu'il était trop dangereux de nous communiquer des consignes, même par courrier clandestin, utilisait son code secret que seul Tony pouvait déchiffrer. Par conséquent, nous n'avions pas d'autre choix que de nous soumettre aux instructions de celui-ci. Bref, le tunnel a enfin été terminé. Et alors, criai-je, incapable de me contenir plus longtemps. Comment, personne ne t'a écrit? Exclama Eric, étonné. Lorsque Sacha a cherché à s'évader par le trou dans la cour de la prison où se terminait le tunnel conformément aux instructions de Tony, il l'a trouvé recouvert d'un tas de briques et de pierres. On construisait un nouveau bâtiment dans l'enceinte du pénitencier. Une cargaison de pierres avait été déchargée précisément à l'endroit que Tony avait désigné pour l'entrée du tunnel. Tu peux imaginer ce que Sacha a dû éprouver et le danger auquel il s'était exposé en s'évadant du bloc cellulaire pour ensuite devoir le réintégrer. Le plus affreux, ainsi que nous l'avions appris plus tard, c'est que Sacha avait, à maintes reprises, déconseillé à Tony de faire aboutir le tunnel au beau milieu de la cour de la prison, comme celui-ci le lui avait proposé. Sacha s'y était farouchement opposé, sachant que l'idée s'avérerait inévitablement un échec. D'après son plan initial, le tunnel devait se terminer à l'intérieur d'un appentis abandonné situé à environ 6 mètres du fameux trou. Persuadés que nous avions creusé le tunnel jusqu'à l'endroit souhaité par Sacha et que notre travail était achevé, nous sommes partis pour New York. Seul Tony restait à Pittsburgh. Sacha, excédé des modifications arbitraires que Tony avait introduites contrairement à ses instructions, a exigé que le tunnel soit creusé jusqu'à l'appentis selon son schéma. Finalement, Tony s'est rendu compte des conséquences fatales de sa folle obstination. Il a informé Sacha que ses volontés seraient respectées et dans le but de récolter plus d'argent pour prolonger le tunnel, il est parti aussitôt nous consulter à New York. Or, entre-temps, notre maison en face de la prison était restée inoccupée. Pendant l'absence de Tony, des enfants qui jouaient dans la rue étaient entrés, on ne sait comment, dans la cave, avaient découvert le passage secret et en avaient informé leurs parents. L'un de ces derniers était gérant de la maison et, étrange coïncidence, en même temps, gardien au pénitencier de l'Ouest. Je restais silencieuse, accablée et imaginant ce que Sacha avait dû endurer pendant des semaines, ces mois d'incertitude et d'angoisse attente de l'achèvement du tunnel, de l'achèvement du tunnel, et, alors qu'il était à 2 doigts de la liberté, voir à la fin tous ses espoirs anéantis. La chose la plus incroyable, poursuivit Eric, c'est qu'à ce jour, les responsables de la prison n'ont pas réussi à découvrir à qui était destiné le tunnel. Les services de police de Pittsburgh et d'Allegheny, tout comme les autorités de l'État, ont reconnu que le tunnel était un des ouvrages de génie civil les plus astucieux qu'ils avaient jamais vus. Le directeur et le bureau des inspecteurs de prison soupçonnent Sacha, mais ne trouvent aucune preuve pour étayer leurs accusations. De son côté, la police a déclaré que le tunnel avait été construit pour un certain Boyd, un faussaire renommé qui purge une longue peine. Ils n'ont découvert aucun indice, mais quoi qu'il en soit, ils ont placé Sacha à l'isolement. À l'isolement, hurlai-je. Pas étonnant que je n'ai eu aucune nouvelle de lui depuis si longtemps. Oui, il subit un châtiment très sévère, admit Eric. Le purgatoire déjà enduré par Sacha et les terribles années qui l'attendaient encore me taraudaient. Je gémis. Ils vont le tuer. Je savais qu'ils étaient en train de le tuer à petit feu, tandis que moi, je me trouvais loin, à Paris, incapable de l'aider, de faire quelque chose, quoi que ce soit. Il aurait été 1000 fois mieux que je sois en prison au lieu de rester là à les regarder assassiner Sacha sans pouvoir intervenir, criai-je. Ça n'aidera pas Sacha, répliqua Eric. En fait, ça rendrait les choses plus difficiles et plus difficiles pour lui de supporter son sort. Tu dois t'en rendre compte. Pourquoi te ronger d'inquiétude? Pourquoi? Comment expliquer ce que les longues années depuis ce jour noir de juillet 1892 avaient signifié pour moi? La vie avance implacablement et ne nous laisse aucun répit. La mienne avait abondé en événements qui s'étaient succédés rapidement. Je n'avais guère eu le temps de me complaire à revenir sur le passé, qui n'en avait pas moins rongé ma conscience et continuerait sans que rien ne puisse l'arrêter. Pourtant, la vie poursuivait sa route, jamais de repos, jamais d'arrêt. Eric tenait à peine debout. Il était totalement épuisé par ce qu'il avait supporté en travaillant dans le tunnel. Les gaz toxiques avaient contaminé son sang et entraîné une grave maladie de peau. Son état s'était à ce point détérioré qu'il avait dû l'alité. Je le soignais des semaines durant, et le cher homme, en vrai viking qu'il était, continuait à rire et à plaisanter sans jamais se plaindre ou regretter les périlleuses épreuves subies au cours de l'entreprise malheureuse visant à aider Sacha à s'évader. Le congrès que nous avions programmé n'eut pas lieu, car au dernier moment les autorités interdirent tout rassemblement public d'anarchistes étrangers. Pourquoi ma table grince d'un seul coup là? Waouh, mais c'est pas possible, ça fait pas ça normalement, qu'est-ce qui se passe là? Voilà.
excusez-moi, le congrès que nous avions programmé n'eut pas lieu, car au dernier moment, les autorités interdirent tout rassemblement public d'anarchistes étrangers. Nous organisâmes néanmoins quelques sessions chez des gens vivant dans les environs de Paris. Étant donné les circonstances de la nécessité de garder secret le déroulement des séances, nous ne pûmes aborder que les problèmes les plus urgents. La présence d'Eric entraîna des dépenses supplémentaires. Il avait travaillé pour payer sa traversée. Il ne lui restait plus un sou. Je devais donc gagner de l'argent à tout prix. Un certain nombre d'amis vivaient dans le même hôtel que moi, et j'eus l'idée de leur préparer déjeuner et petit déjeuner. C'était toute une opération de cuisiner pour 12 personnes, parfois plus, sur un simple réchaud à alcool. Hippolyte fut d'une grande aide, lui qui avait non seulement l'esprit plus commercial que moi, mais était aussi un chef hors pair. Nos, entre guillemets, pensionnaires, presque exclusivement des camarades étrangers, se contentaient, sans faire la fine bouche, des repas que nous leur servions. Nous gagnâmes ainsi un peu d'argent, mais c'était loin de suffire. Excusez-moi. Nous nous arrangeâmes alors, Hippolyte et moi, pour accompagner des petits groupes à l'exposition universelle. Je m'en sortais plutôt bien, même s'il était assommant de servir de guide à des Américains ennuyeux. Un gars, en voyant la statue de Voltaire, demanda sur un ton péremptoire qui était ce entre guillemets type et dans quelle branche il était. Plusieurs instituteurs, pourtant recommandés par un ami, faillirent s'évanouir en voyant les statues de nus au Luxembourg. Je rentrais à chaque fois complètement dégoûté de jouer le Cicérone. Un après-midi, je retournais à mon hôtel, décidé à ne plus jamais servir de guide à des touristes, à moins que ce ne soit pour un certain endroit connu pour son feu éternel. Je trouvais dans ma chambre un énorme bouquet de fleurs ainsi qu'un petit mot. L'écriture m'était inconnue et le contenu mystérieux. Ouvrez les guillemets, un admirateur de longue date aimerait vous inviter à le rejoindre pour une soirée agréable. Voulez-vous le rencontrer ce soir au café du Châtelet? Vous pouvez amener un ami. Fin de citation. Je me demandais qui pouvait être cet homme. L'entre guillemets admirateur de longue date se révéla n'être autre qu'Eric. 3 autres camarades d'Amérique l'accompagnaient. Hippolyte et moi, nous nous exclamâmes en même temps. Qu'est-ce qu'il t'arrive? As-tu découvert une mine d'or? Pas exactement, répondit Eric. Ma grand-mère, décédée il y a quelques mois, m'a laissé un héritage 700 francs que j'ai reçu aujourd'hui même. Nous allons tout claquer ce soir. Je demandais, veux-tu pas rentrer aux États-Unis? Bien sûr que si. Alors donne-moi la moitié de ton héritage pour ton billet de retour, proposai-je. Quant au reste, je suis parfaitement d'accord pour t'aider à le claquer. En riant, il me confia la garde de 350 francs. Nous fîmes ribote dans une allégresse générale. Nous étions encore joyeusement mais solidement debout lorsque nous atterrîmes à 2 h du matin au Rat Mort, en français dans le texte, un célèbre cabaret Montmartrois. Eric commanda du champagne. En face de nous était assise une jeune Française très séduisante. Eric demanda s'il pouvait l'inviter à notre table. Évidemment, fis-je, en tant que seule femme entourée de 5 hommes, je peux me permettre cette générosité. La fille se joignit à nous, but et dansa avec les garçons. Notre viking, étonnamment agile malgré ses 90 kilos, dansa comme une nymphe. Après une valse endiablée, les garçons levèrent leurs verres pour porter un toast à la santé de G. Je bus le mien d'un trait. Tout à coup, devant mes yeux, tout devint noir. Je me réveillai dans ma chambre avec un horrible mal de tête. Malade à mourir, la jeune Française du cabaret se tenait à mon chevet. « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?» lui dis-je. « Rien du tout, chérie. Tu t'es senti un tantinet malade cette nuit, » répondit-elle. Je lui demandai d'appeler mes amis, et peu après, Eric et Hippolyte entrèrent. Je me sens comme si j'avais été empoisonné, leur avouai-je. Pas tout à fait, répliqua Eric, mais un des garçons a versé un verre de cognac dans ton champagne. Et puis nous avons dû te porter au rez-de-chaussée où nous avons hélé un fiacre. Mais nous n'arrivions pas à t'y faire rentrer. Tu restais assise sur le trottoir à crier que tu étais Emma Goldman, l'anarchiste, et à protester qu'on ne t'obligerait à rien par la force. Nous avons dû nous y prendre à 5 pour te hisser dans le fiacre. J'étais sidéré, je ne me rappelais absolument de rien. Eric poursuivit. Personne n'était vraiment solide sur ses jambes, mais nous avons dessoulé assez vite en voyant dans quel état tu étais. Et la fille, comment se fait-il qu'elle soit ici, manquis-je? Elle refusait tout simplement de nous laisser t'emmener sans elle. Elle a dû penser que nous étions des bandits qui voulaient te voler. Elle a insisté pour venir avec nous. Mais, protestai-je, la pauvre fille a perdu ses gains pour la nuit? Hippolyte mit 20 francs dans une enveloppe et envoya la fille chez elle, en fiacre. En fin d'après-midi, elle revint me voir. « De quel droit m'as-tu insulté » cria-t-elle au bord des larmes.
Tu penses qu'une fille qui gagne sa vie dans la rue n'a pas de sentiments? Qu'elle accepterait de l'argent pour avoir aidé une amie en détresse? Non, je ne suis pas infirmière et je ne veux pas qu'on me paye pour ça. Je lui tendis la main et la tirai vers moi. J'ai failli pleurer tant j'étais ému par la beauté de cette femme enfant et par son subtil et tendre esprit. L'atmosphère stimulante de notre mouvement à Paris et mes aventures merveilleuses dans cette ville me donnaient envie de prolonger mon séjour. Mais il était temps de partir. Nous n'avions pratiquement plus d'argent. Et en outre, les inspecteurs s'étaient déjà rendus à l'hôtel à la recherche de renseignements sur Madame Brady. Je n'en revenais d'ailleurs pas que la police ne m'ait pas encore donné l'ordre de quitter le pays. Victor Dave suggéra que c'était à cause de l'exposition universelle. Les autorités voulaient éviter toute mauvaise publicité au sujet des étrangers. Très tôt, par une matinée sombre et bruineuse, Eric, Hippolyte et moi, nous nous rendîmes à la gare, suivis par plusieurs agents de renseignement en fiacre et un autre à bicyclette. Ils nous firent au revoir de la main lorsque le train s'ébranla, mais nous en retrouvâmes un dans le compartiment attenant un autre coupé. Il nous suivit jusqu'à Boulogne et ne nous quitta que lorsque nous montâmes à bord du bateau. Ce fut uniquement grâce aux dons que m'avait envoyé ma chère amie Anna Sterling que nous pûmes régler nos factures d'hôtel et billets de transport. Les 15 $ restants devaient couvrir les pourboires et autres dépenses pendant notre voyage. Je savais qu'à New York, je pourrais emprunter de l'argent, et Eric se proposa de télégraphier à Chicago pour obtenir des fonds le moment venu. Le paquebot avait gagné le large depuis plusieurs heures lorsque Hippolyte commença à souffrir du mal de mer. Au fur et à mesure que le roulis augmentait, son état empirait. Au 3e jour, il était si malade que le médecin ordonna du champagne frappé. Son teint jaune et son air amaigri me faisaient craindre qu'il ne tienne pas le coup jusqu'à la fin du voyage. Entre-temps, Eric, lui, s'était mis à manger avec voracité. 3 fois par jour, il commençait par le premier plat au menu pour ne s'arrêter qu'au dernier. J'implorais. « N'accable pas le serveur de travail, nous n'avons pas de quoi payer des pourboires. » Il continuait malgré tout à manger. Marin né, il adorait la mer, et sa jovialité comme son appétit s'épanouissait de jour en jour. À la fin de la traversée, je n'avais plus que 2 $ et 15 cents que je partageais entre les stewards et les stewardesses, qui nous avaient servi, Hippolyte et moi. On laissa notre viking braver l'orage. Le courageux camarade, qui avait vécu pendant des mois sous la menace permanente de l'effondrement d'un tunnel, tremblait devant les employés du navire qui attendaient leur pourboire. Il alla même jusqu'à se cacher. Le steward de la salle à manger se montra inflexible et le poursuivit. Cependant, lorsqu'il se trouva face à face avec Eric, les poches retournées et aussi penaud qu'un écolier, ce cruel serviteur eut pitié de lui et le laissa partir. Mon précieux bébé, entre guillemets, frère, grand et beau, vint m'accueillir sur le quai. Il fut tout étonné de me voir revenir escorté de 2 gardes du corps. Nous rendîmes immédiatement chez un prêteur sur gage pour mettre au clou ma montre palourde. En contrepartie, je reçus la coquette somme de 10 $, soit assez pour payer la location d'une chambre dans Clinton Street pour 1 semaine et pour offrir le dîner à toute la compagnie.